Bonjour et bienvenue pour ce numéro spécial du Journal des Biotech, dernier numéro de l'année et pas n'importe lequel puisque j'accueille aujourd'hui Pascal Prigent, directeur général de GenFit. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, on est bien sûr ensemble pour parler, pour commenter cette nouvelle retentissante, cet accord stratégique annoncé avec le laboratoire Ipsen, accord qui a fait progresser le titre GenFit de plus de 40% en une séance. C'était vendredi, je crois que c'était même plus 58% en Nasdaq dans de gros volumes. Absolument. On va faire simple pour commencer. Est-ce qu'on peut rappeler tout simplement les principaux points de cet accord ? Alors, il y a, on va dire, deux grandes parties. Oui. Il y a une Et première... on va les détailler parce qu'il y a plein de choses à dire. Oui, c'est vrai. Alors, bon, deux parties essentielles. D'une part, un accord de licence pour le développement et la commercialisation d'Elafibranor, en se centrant sur la PBC, mais ensuite en allant au-delà. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est Ipsen prend une participation au capital de GenFit et en échange va avoir droit à ce qu'on appelle un droit de première négociation sur tous les assets qu'on pourrait développer dans le futur. Et on va aussi regarder comment on pourrait éventuellement travailler de manière encore plus étroite, en particulier sur des opérations de R&D communes. Bon, alors voilà, ça c'est pour les contours généraux de cet accord. Si on rentre dans le détail, et on va tout de suite aller vers ce qui sans doute intéresse le plus les gens qui nous regardent, je veux parler d'Elafibranor, de la phase 3 dans la cholangite biliaire primitive, vous l'avez dit. Qu'est-ce que va changer l'arrivée d'Ipsen pour la suite, le déroulement des essais cliniques actuellement en cours ? Alors, ce que ça va changer, pas grand-chose pour l'essai clinique qui est en cours, puisque là, on continue, nous, d'être responsables de cet essai clinique jusqu'aux résultats, qui sont, je le rappelle, attendus début 2023. Par contre, ça change tout pour la partie commercialisation, puisque maintenant, on va s'appuyer sur l'expertise et sur la présence d'Ipsen dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, puisqu'on sait que ce sera un marché absolument critique pour nous. Et c'est donc Ipsen qui va se charger de cette commercialisation. Et Ipsen va reprendre également le développement ultérieur d'Elafibranor dans d'éventuelles nouvelles indications, ce qu'on appelle le life cycle management. Donc voilà ce que ça va changer pour nous concrètement. Ça veut dire aussi peut-être une montée, si les résultats de phase 3 bien sûr sont positifs, ça peut-être vouloir dire une montée en puissance commerciale plus rapide ? Oui, absolument. Oui. C'est-à-dire que les moyens d'Ipsen au service du développement d'Elafibranor, ça veut dire dès maintenant un pré-marketing avec des niveaux d'investissement conséquents et ensuite toute l'infrastructure d'Ipsen en termes d'équipe marketing, d'équipe commerciale, comme je le disais, aux États-Unis, en Europe, donc évidemment sans commune mesure avec ce qu'on aurait pu faire seul et qui nous aurait pris un certain temps de monter en puissance, une approche plus risquée, et puis évidemment, ils ont un savoir-faire, on peut regarder, ils ont fait un certain nombre de licensing avec des résultats commerciaux tout à fait probants, et c'est ça aussi qu'on recherche dans ce partenariat. Bon, il y a bien sûr aussi l'aspect financier, ce versement initial de 120 millions d'euros et une somme pouvant atteindre jusqu'à, au total, 480 millions d'euros. Comment, là aussi, tout cela va se dérouler et puis, quelle visibilité financière cela donne à GenFit ? J'imagine que, pour le coup, on a retrouvé de la visibilité, justement. Ah oui, là, vous vous rappelez qu'on s'était vu en début d'année. On parlait de problèmes de refinancement de dette, de créances. Exactement. C'était pas la même ambiance. Absolument. Donc là, pour nous, ça change tout. Bon, vous vous rappelez qu'on a réglé ce problème de dette. Là, maintenant, on est avec... bon, déjà, il y a 120 millions qui rentrent pour l'upfront. Il y a 28 millions également qui rentrent à cause de la prise de participation dans le capital. Et puis, comme vous l'avez dit, des royalties qui peuvent représenter jusqu'à 360 millions d'euros, dont à peu près la moitié devrait venir dans les 3 prochaines années. Donc ça, c'est assez rapide. C'est assez notable, et puis, au-delà de ça, il y a ensuite des royalties. Donc à partir du moment où le produit sera commercialisé, on a des royalties qui peuvent monter jusqu'à 20% des ventes. Et puis, il y a aussi le fait que, comme c'est Ipsen qui se charge du financement du développement ultérieur de l'Elafibranor, c'est un certain nombre de coûts qu'on avait prévu de faire, qu'on ne fera plus d'une certaine manière. Voilà, donc en termes de visibilité financière, ça change tout pour nous, puisque là, maintenant, on a une visibilité financière de 4, 5 ans et même au-delà grâce à ce deal. Ouais, donc là aussi, de quoi travailler dans la sérénité. Et puis, peut-être dernier point de cet accord, cette prise de participation de 8% dans le capital d'Ipsen, enfin 8% post-opération, parce qu'il va y avoir une émission d'actions nouvelles. De quoi, j'imagine, donner aussi à Ipsen un poids dans la stratégie du futur GenFit, mais aussi pour vous,
d'avoir finalement un actionnaire de référence qui va un peu stabiliser aussi le capital de la biotech. Absolument, et c'était l'idée de ce partenariat avec Ipsen. On l'a bien compris entre les deux sociétés comme un partenariat stratégique de long terme, pas uniquement comme un accord de licence. Et cette prise de participation, je dirais, vient un peu sanctionner cette volonté de partenariat. On va considérer Ipsen dans le futur, dès lors qu'on cherchera un partenaire commercial pour toutes nos molécules, comme on va dire un partenaire naturel. Après, on n'est pas obligé de travailler avec eux, hein, c'est un droit de première négociation. Mais bon, la logique, à partir du moment où on développe une relation qui fonctionne, pourquoi changer? Et puis, effectivement, le fait d'être dans notre capital, le fait d'être présent à notre board va leur donner une espèce de vision sur ce qu'on fait, un peu privilégiée. Donc voilà, c'est l'esprit de ce partenariat. On se souvient aussi des problèmes de quorum qu'il y a pu avoir à certaines assemblées générales. Ça, a priori, c'est aussi potentiellement derrière nous. Oui, absolument, puisque ça nous permet d'avoir cette stabilité dans notre actionnariat. Tout à fait, ça va aussi régler ce problème-là. Pascal, c'était la bonne taille de partenaire pour vous, Ipsen? Oui, je pense que Ipsen, pour nous, c'était la taille idéale. C'est-à-dire qu'on sait que parfois, si on travaille avec ce qu'on appelle une big pharma, on va être un projet parmi d'autres. On sait aussi qu'ils ont de nombreux projets internes qui pourraient éventuellement qui peuvent déprioriser parfois. Hein. Des fois, on est un partenaire et puis on ne l'est plus le jour d'après. Hein. Exactement. Et là, en travaillant avec une société qui a à la fois la masse critique qui nous permettra d'avoir le succès commercial avec la Fibranor, mais en même temps qui n'est pas si gros qu'on est noyé, je dirais, au milieu de nombreux projets. Là, on voit qu'on est un projet prioritaire pour eux. Les discussions qu'on a eues avec Ipsen se sont faites à très haut niveau de la direction générale. Et ça nous a semblé important de voir ce commitment d'Ipsen. Et on l'a vu de multiples manières. D'une part, par la qualité et le niveau des discussions qu'on a eues, mais également, par exemple, quand on voit la prise de participation dans notre capital, ils ont accepté de payer une surprime conséquente par rapport à notre dernier cours. Et ça, on l'a vu, nous, vraiment comme une marque de confiance dans le futur de cette relation. Donc, un engagement fort d'Ipsen. Justement, vous l'avez dit, le partenariat, il accorde également à Ipsen l'accès au futur programme clinique mené par Genfit. Alors, on pense naturellement au diagnostic avec Niscat. On pourrait parler aussi de nitazoxanide, je l'ai bien dit, dans la fibrose induite par la NASH. Comment finalement ce partenariat, même si vous l'avez un petit peu évoqué, va influer sur le développement de ces deux projets? Et puis, est-ce que finalement Ipsen, vous l'avez un petit peu évoqué, a d'autres idées en tête pour Genfit et pour Elafibranor? Alors, je dirais, pour NTZ, qui est aujourd'hui, qui va devenir un programme de plus en plus important pour nous, on l'a repositionné non plus dans la NASH, mais maintenant dans ACLF, où c'est là qu'on voit... il va falloir dire ce que c'est ACLF, pour les gens qui n'ont pas suivi. ACLF, c'est encore un acronyme anglophone qui veut dire Acute on Chronic Liver Disease. D'accord. Et en fait, c'est quand on est toujours sur le foie. On est toujours sur le foie, c'est vraiment la spécialité de Genfit, ces maladies rares du foie. Et donc la CLF, on est, j'ai envie de dire, au bout de la détérioration du foie, c'est-à-dire que quand le foie cirrhotique décompense, ça entraîne d'autres organes qui se mettent à plus fonctionner. Et c'est ce qu'on appelle ce syndrome de ACLF, qui est très grave, puisqu'à ce moment-là, le patient a impérativement besoin d'une greffe de foie et malheureusement risque la mort. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments vraiment à ce moment du stade de développement de la maladie. Et nous, on travaille sur NTZ pour essayer d'apporter une solution thérapeutique pour ces patients-là. Donc voilà, ça, c'est un premier programme. Et puis, un deuxième programme qu'on va lancer l'année prochaine, qui est lié au fait qu'on vient de récupérer une molécule de Génosciences, donc le GNS 561, qui est une molécule là pour le cholangiocarcinome, donc toujours le foie, mais là maintenant avec un cancer particulier du foie. Et donc c'est aussi un développement qui va commencer l'année prochaine. Donc ce qu'on espère aussi bien avec NTZ qu'avec GNS 561, c'est que ce développement clinique sera couronné de succès. Et un jour, on rentrera dans une logique de commercialisation. Alors après, on pourra peut-être décider d'y aller tout seul, mais la logique est aussi de discuter, si on cherche un partenaire, discuter de manière prioritaire avec Ipsen
et développer une logique commerciale comme ça. Alors, on n'a pas parlé du diagnostic. Alors, on n'a pas parlé du diagnostic parce que Ipsen est plus intéressé sur l'aspect médicament. Oui. Nous, le diagnostic, je fais un peu le même bilan que ce qu'on avait fait la dernière fois qu'on s'était parlé, à savoir, je continue à croire très fort dans le potentiel du diagnostic parce que je continue à croire très fort dans le fait qu'il faudra un moment un médicament dans la NASH et que quand on aura un médicament dans la NASH, il faudra bien trouver... Il faudra reconnaître plus facilement qu'aujourd'hui les patients qui sont atteints de la NASH. Ce sera nécessaire. On sait que c'est le problème. Et cette maladie, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle va continuer à se développer. Donc un jour, il y aura un médicament et là, il faudra un diagnostic. Le problème à court terme pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicament dans la NASH et c'est plus difficile de vendre aux médecins l'importance d'un diagnostic quand il n'y a pas de médicament. Même si on avait vu que le dépistage pouvait être aussi... Oui, mais après, il y a des logiques aussi de discussion sur le prix du diagnostic, avec les médecins qui disent « bah oui, mais alors pourquoi investir si finalement il n'y a pas de médicament derrière ?» Mais par contre... Je sens que c'est un peu moins prioritaire, je me trompe? Non, disons que c'est le timing fait que c'est moins prioritaire. Mais si vous regardez en termes de développement, alors là, on ne parle plus de développement commercial, on parle de développement technique, on continue à investir sur NIS4 et il y a eu récemment une étude d'un consortium américain qui a évalué l'ensemble des solutions diagnostiques existantes aujourd'hui, les différents biomarqueurs, etc. Et il ressort de ce travail, qui a d'ailleurs été présenté et publié, que NIS4 est la solution la plus performante. Bon. Donc ça nous a conforté dans l'idée qu'à partir du moment où ce marché décollera, alors, on peut prioriser le test et puis on peut mettre les pleins fonds pour le développement. Exactement. Il y a les moyens financiers pour le faire, en tout cas maintenant. On a les moyens financiers pour courir plusieurs lèvres à la fois. Bon, question peut-être plus personnelle pour finir. Vous avez, Pascal, géré GenFit après l'échec dans la NASH, moment difficile pour la société, nécessité de la repositionner, de lui réinventer un avenir. J'imagine que pour vous, pour les équipes aussi de GenFit, cet accord, c'est un immense motif de satisfaction personnelle. Qu'est-ce que finalement vous avez envie de dire aux nombreux actionnaires individuels de GenFit qui nous regardent aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire d'abord merci. Merci de nous avoir soutenus pendant cette période difficile. Vous avez raison, c'est un motif de satisfaction important. C'est un beau cadeau de Noël avant l'heure. C'est un beau cadeau de Noël. Et c'est vrai que les équipes de GenFit ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions, vous l'imaginez, qui n'étaient pas toujours évidentes. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé avec le conseil d'administration et avec son président en particulier, Jean-François Mounet, qui était le fondateur, enfin, qui est un des fondateurs de GenFit. Et on a travaillé ensemble sur ce travail de repositionnement de la société. Et donc, on était effectivement très satisfaits quand cet accord s'est fait. Et on a pensé à nos actionnaires, comme je le disais, qui sont restés, qui nous ont soutenus, qui ont voté de manière favorable dans les AG dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et on se dit, voilà, ceux qui sont restés ont eu raison, on entame un rebond. C'est vrai que vendredi a été une bonne journée en bourse. Personnellement, j'espère que ce ne sera pas la dernière à ce niveau-là. C'est vrai que notre valorisation est plus importante, mais enfin, elle reste aujourd'hui à peu près à 200 millions, ce qui est moins que le cash qu'on a en banque. Donc, je pense qu'il y a de la possibilité peut-être d'aller plus loin. Et c'est vrai que voilà, on est content pour nos actionnaires. On les remercie de leur patience et de leur résilience, et on espère qu'ils seront récompensés encore plus dans le futur. Bon, voilà, c'est un nouveau chapitre et un beau chapitre qui commence à s'écrire pour GenFit. Merci beaucoup, Pascal Prigent, d'avoir été sur le plateau. Merci, toujours un plaisir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve en 2022 pour un nouveau numéro.